On lit assez fréquemment dans les médias qu'il y a actuellement deux présidents au Venezuela. Le président Juan Guaidó, président autoproclamé, le 23 janvier 2019. Alors, l'argument employé par Juan Guaidó, qui, de mon point de vue, est un président fantoche, est qu'il y a au Venezuela une vacance de pouvoir et il s'est appuyé sur l'article 233 de la Constitution en disant le président, il n'y a plus de président au Venezuela. Alors l'article 233 de la Constitution, je vais vous le lire, seront considérés comme une absence absolue du président ou de la présidente. 1. Sa mort. Maduro est bien vivant. Sa démission ou sa destitution décrétée par le sentence du tribunal suprême de justice. Pour le moment, on l'attend encore. Son incapacité physique ou mentale permanente certifiée par une junte médicale désignée par le tribunal suprême de justice et avec l'approbation de l'Assemblée nationale, ça n'a jamais existé. L'abandon de poste, Maduro est toujours là, vous voyez, enfin vous ne voyez pas très souvent à la télévision d'ailleurs, on voit plutôt son opposant. Et puis la révocation populaire de son mandat. Donc aucun de ces cas de figure présents dans la constitution vénézuélienne, la constitution bolivarienne, n'est respecté. C'est vrai qu'en évoquant la mort éventuelle de Maduro, Guaidó ne tape pas si loin, puisque ça a été un petit peu moqué par nos médias, ça a été mis entre parenthèses, on a mis au conditionnel. Maduro aurait été victime d'un attentat le 4 août 2018. En réalité, oui. Nicolas Maduro a été victime d'une tentative d'attentat le 4 août 2018 à l'aide de drones chargés d'explosifs. Dans n'importe quel pays du monde, nos médias se seraient emparés de l'affaire pour enquêter, en ce qui concerne Maduro, ça a été un silence quasi total, y compris, on a déjà obligé, là on est en février, l'attentat contre Maduro est obligé, alors qu'on le sait, il y a eu des arrestations qui ont été des arrestations immédiates, des organisateurs qui ont été pris en flagrant délit par la population qui les a vus envoyer des drones, et on sait que ça a été organisé depuis la Colombie, et y compris avec la participation de membres très respectés de l'opposition que reçoit le président Emmanuel Macron. Je pense à Julio Borges, qui a été président de l'Assemblée nationale. Est-ce que Maduro a été élu président le 20 mai 2018 ? La réponse est oui. La réponse est oui. Si une partie de l'opposition a boycotté cette élection, c'est son problème. Il y a eu 42% de participation, vous allez me dire c'est pas terrible, je suis d'accord avec vous, mais je vous signale que c'est le score des législatives en France aux élections. Et personne ne remet en cause le rôle de l'Assemblée nationale. Il se trouve que lorsqu'il a été élu, Nicolas Maduro, on a eu une série de déclarations du président des États-Unis, Donald Trump, de l'Union européenne, du groupe de Lima, qui sont 14 pays d'Amérique latine, tous à droite. Alors s'il y a des gens de droite dans la salle, ne vous offusquez pas, je n'ai rien contre vous. Ça veut dire que c'est un courant politique, et en Amérique latine particulièrement conservateur, et parfois on pourrait parler d'extrême droite. Je pense en particulier au Brésil, de Jair Bolsonaro, je pense en particulier à la Colombie, de Iván Duque. Et pour le coup, on va parler tout à l'heure du rôle de la France, et c'est un petit peu dur que le président Macron marche du même pas que l'extrême droite latino-américaine. Et que Donald Trump, qui par ailleurs pose beaucoup de problèmes liés à la France et à l'Union européenne. Non, Maduro a été élu, il se trouve que le 23 janvier, Guaidó s'est autoproclamé. Alors imaginez un petit peu, en France, il y a la crise des Gilets jaunes en ce moment. On est à la fin d'une manif des Gilets jaunes, au début, quand il y avait beaucoup de monde dans les rues, et puis qu'à la fin, l'un des leaders des Gilets jaunes, peu importe le nom, on s'en fout, dit, ben voilà, à partir de maintenant, c'est moi le président de France. Bon, évidemment, ça ferait rigoler tout le monde. Sauf que sur le Venezuela, ça passe. Sauf qu'au Venezuela, la veille de ce jour-là, Mike Pence, le vice-président des États-Unis, avait envoyé un message demandant au Venezuela de descendre dans la rue, à l'opposition vénézuélienne. Sauf que 10 minutes après l'autoproclamation de Juan Guaidó, le président Donald Trump envoie un message disant qu'il reconnaît Juan Guaidó. En d'autres termes, Juan Guaidó ne s'est même pas autoproclamé président, il a été nommé par Donald Trump, avec l'assentiment de l'Union européenne et avec un rôle particulièrement, je vais dire le mot obscène, du président Macron et du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez. Au moment de l'élection de Maduro, alors on peut en discuter après tout.
Au moment de l'élection de Maduro, et je vais vous citer un homme politique qui n'appartient pas forcément à votre famille politique, mais qui est relativement respecté en Europe. C'est l'ancien président du gouvernement espagnol, Luis Rodríguez Zapatero. C'est pas un extrémiste, c'est pas un communiste, c'est pas un gilet jaune, il n'est pas pédophile, enfin je veux dire, bon, il est à peu près normal. Hein, c'est un type à qui on peut serrer la main, on n'est pas forcément d'accord avec lui, on peut serrer la main. Lorsque la communauté internationale, entre parenthèses la communauté internationale, c'est pas uniquement les États-Unis et l'Union européenne, la planète elle est vaste, mais lorsque les États-Unis et l'Union européenne ont dit qu'ils ne reconnaîtraient pas Nicolás Maduro, Zapatero a dit, je cite, j'ouvre les guillemets, il a dit que désapprouver les élections présidentielles au Venezuela avant qu'elles aient lieu était une absurdité. Il a reconnu éprouver une certaine colère à cause de ce qui est en jeu. C'est très grave de dire à un pays, ces élections ne sont pas utiles, elles ne valent rien avant qu'elles n'aient lieu. C'est une marque d'irresponsabilité envers un peuple et son avenir. Que des positions si importantes aient été prises avec si peu d'éléments de jugement me fait peur. Ça, c'est au moment où Nicolás Maduro est. Pourquoi est-ce que Zapatero s'exprime? Parce qu'il a été médiateur précédemment dans un dialogue entre l'opposition vénézuélienne et le gouvernement de Nicolás Maduro. Il a été médiateur avec deux ex-présidents d'Amérique latine, le président Leonel Fernández, ancien président de la République dominicaine, et Martín Torrijos, l'ancien président du Panama. On était arrivé quasiment à un accord au terme de ces négociations. L'objectif, c'était d'organiser l'élection présidentielle dont nous parlons en ce moment, avec des règles, avec comment on allait fonctionner pour que la démocratie soit respectée au maximum. Et le jour, à Santo Domingo, en République dominicaine, où l'accord devait être signé, la cérémonie était prête, il y avait les journalistes, il y avait les fleurs, il y avait l'estrade, il y avait tout. L'opposition, sur un appel de Washington, Julio Borges, dont je vous parlais tout à l'heure, refuse de signer au dernier moment. Et Zapatero a écrit un courrier, en termes diplomatiques, en disant « je ne comprends pas ». Et ensuite, il s'est exprimé en disant que c'était scandaleux. C'est-à-dire que l'opposition n'a pas joué le jeu démocratique, en particulier dans la dernière élection présidentielle. Par ailleurs, Zapatero s'est aussi exprimé. Vous savez qu'il y a une crise migratoire de Vénézuéliens, ce qui est réel, c'est vrai. Il y a entre, on va dire, 1,6 million et 3 millions de Vénézuéliens qui ont quitté leur pays. Je rappelle que depuis la crise de 2008, il y a 2,5 millions d'Espagnols qui sont partis aussi. Je rappelle au passage qu'il y a aux États-Unis 11 millions de sans-papiers, dont la moitié de Mexicains, qui ne font pas du tourisme, qui sont aussi partis pour des raisons économiques. Mais bref, il y a une crise humanitaire au Venezuela, nous le disons. Et Zapatero, là encore, je vous le cite parce que c'est un modéré, enfin je veux dire, on peut tous considérer que c'est un type sérieux, on va dire en gros. Il a lié l'intensification des flux migratoires aux sanctions économiques imposées par les États-Unis, dont je vais vous parler dans un instant. Alors on est aujourd'hui la veille d'un jour extrêmement important et il peut se passer des choses dramatiques demain. Je vous signale d'ailleurs, entre parenthèses, qu'en ce moment, à l'heure où nous parlons, l'ambassade du Venezuela en Belgique est assiégée par les opposants pour faire rentrer un pseudo-ambassadeur nommé par le pseudo-président du Venezuela. Je ne sais pas trop ce qui va se passer, la police belge n'a pas l'air au courant qu'une ambassade, ça se protège. Il y a déjà eu un cas similaire au Costa Rica, il y a 2 jours, où les opposants sont rentrés dans l'ambassade. Alors le gouvernement du Costa Rica a dit, attendez, n'exagérez pas, on a donné 60 jours aux diplomates vénézuéliens pour partir. Il y a eu la même chose dans l'Équateur, où un consulat a été saccagé. Donc on est dans une crise qui, au-delà de la question de Maduro ou du régime bolivarien, met en cause y compris la légalité internationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, prendre parti pour le Venezuela, c'est pas dire vive Maduro. C'est demander le respect de la légalité internationale, demander le respect de la souveraineté du Venezuela, et demander au minimum un dialogue, et pas des opérations de guerre. Il se trouve que, donc demain, on arrive au terme d'un ultimatum qu'a donné le président fantoche Juan Guaido au président Maduro pour laisser rentrer une aide humanitaire au Venezuela. Cette aide humanitaire, elle est stockée en Colombie, où elle a été apportée par 2 avions militaires états-uniens.
ou américain pour... je dis états-uniens parce que les latino-américains n'aiment pas qu'on dise américain, puisque eux aussi sont américains. Et que donc, voilà. Et que donc, quand je dis américain, je me fais engueuler. Il y a toujours un latino dans la salle. Et j'en ai déjà repéré. Donc quand je dis états-unien, c'est américain, vous l'avez compris. Donc il y a 2 avions cargo américains qui ont déjà apporté de l'aide humanitaire à Cucuta, sur la frontière en Colombie. Il y a de l'aide humanitaire, entre guillemets, au Brésil, dans les Andes Roraima. Et il y a de l'aide humanitaire qui vient d'arriver dans l'île de Curaçao, qui est sous domination des Pays-Bas. Demain, l'ultimatum expire. Ça veut dire que l'opposition va sans doute tenter une nouvelle, alors on ne sait pas quoi, une opposition de force, rechercher l'incident pour faire entrer une aide humanitaire dont je vais vous parler dans un instant, évidemment. C'est-à-dire que demain est un jour crucial. Le gouvernement vénézuélien a dit qu'il n'est pas question qu'on nous envoie de l'aide humanitaire, on n'a pas besoin d'aide humanitaire. Je vais en parler, on va. Il y aura demain sur la frontière vénézuélienne, colombo-vénézuélienne, à Cucuta. Alors Cucuta, pour ceux d'entre vous qui connaissent la Colombie, on s'est déjà repéré, Cucuta c'est dans le nord Santander, c'est une des zones infestées par les paramilitaires colombiens. Déjà, et d'un. 2, Cucuta, c'est la zone dans laquelle se livre à grande échelle, à immense échelle, la contrebande qui saigne le Venezuela volontairement pour l'amener à la crise économique dont on parle et pour justifier l'aide humanitaire. Cucuta, c'est l'épicentre. Demain, il y aura Mike Pence, le vice-président des États-Unis. Il y aura Sébastien Piñera, président de droite du Chili. Pas la peine que je précise, si vous êtes là, je pense que vous connaissez. Il y a un concert ce soir du côté colombien, il y a un concert ce soir du côté vénézuélien. Les opposants vénézuéliens tentent d'arriver jusqu'à la frontière, c'est-à-dire qu'il peut se passer n'importe quoi. Et la grande crainte qu'on peut avoir, c'est ce qu'on appelle un faux positif. Pour ceux qui connaissent la Colombie, le faux positif, c'est l'opération qui a consisté, il y a pas si longtemps, sous Álvaro Uribe, président d'extrême droite, là encore, avec comme ministre de la Défense Juan Manuel Santos, président ensuite derrière Uribe, qui consistait à aller chercher des pauvres airs dans les villages, dans les hameaux, dans les banlieues misérables, de leur proposer du travail à l'autre côté de la Colombie, et puis une fois arrivés là-bas, de leur coller un uniforme de guerriero sur les épaules et de les assassiner pour faire du chiffre. Parce qu'il y avait des primes, parce qu'il y avait des permissions. Il y a environ 3000 cas de faux positifs. Le faux positif demain sur la frontière colombienne, ou sur la frontière brésilienne, demain ou dans une semaine, dans 15 jours ou dans un mois, ça peut être par exemple un groupe de paramilitaires qu'on revêt d'uniforme de l'armée vénézuélienne et qui assassinent des manifestants de l'opposition. Ça peut être n'importe quoi qui justifierait ensuite une intervention internationale. C'est-à-dire que la situation est extrêmement grave. Le problème n'est pas de savoir qu'on passe de notre boulot aujourd'hui. Le problème, c'est de choisir son camp. C'est réellement, hein, on en est là. Quelles sont les forces en présence? Si vous lisez encore la presse, si vous écoutez encore, y compris le service public, et je suis un grand défenseur du service public, vous écoutez, regardez encore la télévision, en gros, la communauté internationale a pris position pour Juan Guaidó, le président intérimaire du Venezuela. C'est faux. C'est faux, on se moque de vous. Ceux qui ont reconnu Juan Guaidó, vous avez Washington, Donald Trump, ce président que tous nous envient. Vous avez son entourage, John Bolton, conseiller à la sécurité nationale, qui est un faucon, ou un vrai con, enfin, je le disais. Vous avez Mike Pence, le vice-président. Vous avez Marco Rubio, sénateur de Floride, qui est un droitier furibond venu de l'immigration cubaine. Vous avez Mike Pompeo, le ministre des Affaires étrangères, qui est l'ancien patron de la CIA. Oh, c'est vrai que Poutine a été au KGB, par exemple. Enfin, Mike Pompeo était à la CIA. De même que George Bush, le papa. L'oublie souvent. Bon. Vous avez ce qu'on appelle le groupe de Lima, qui a reconnu Guaidó, qui sont 14 pays latino-américains, tous de droite, dont le Mexique s'est retiré après l'élection d'Andrés Manuel López Obrador. Vous avez, donc, dans ce groupe de Lima, il y a le Brésil, de Jair Bolsonaro, c'est l'extrême droite. Je veux dire, le gouvernement français est allié à l'extrême droite. Oui, et à Donald Trump. Vous avez Iván Duque, le président colombien, qui vient de l'extrême droite, qui vient du parti des faux positifs, qui vient du parti des... Alors c'est drôle, enfin c'est drôle.
Vous avez en Colombie 5 millions de déplacés internes. On n'a jamais vu le vice-président des États-Unis arriver à Jakarta pour s'occuper des déplacés internes colombiens. Vous avez donc la Colombie du Guadeloupe, le Chili de Piniel. Vous avez 6 pays européens qui ont posé un ultimatum à Maduro il n'y a pas longtemps. Un truc ahurissant de l'époque coloniale, hein, en lui disant on vous donne une semaine pour reconnaître Guaidó, hein, qui sont la France, l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni. On a Emmanuel Macron et Pedro Sanchez. L'Union européenne, contrairement à ce qu'on peut lire dans l'ex-quotidien d'information Le Monde, n'a pas pris position parce que tout le monde n'est pas d'accord. On a la Grèce, l'Italie, la Roumanie, entre autres, qui ne sont pas sur la position commune. Et puis, donc en gros, si on fait un résumé de la position du gouvernement français, je parle bien du gouvernement français, pas des Français, on est dans la situation de la reconnaissance du régime de Franco en 1939, ou le maintien des relations diplomatiques avec Pinochet en 1973. Au passage, on est entre nous, j'ai pas entendu, moi je suis un peu l'actualité, mais vous aussi, si vous êtes là, c'est pas par hasard. J'ai jamais entendu dire, par exemple, que le président Macron a consulté l'Assemblée nationale pour savoir s'il fallait reconnaître un putschiste. Hein. C'est une décision personnelle qui est prise à l'Élysée. Et ça passe. Et ça passe. En face de ce groupe, qu'est-ce qu'on a? Au sein de l'Organisation des États américains, qui est considéré comme le Fidel Castro était le ministère des colonies de Washington, il y a 34 pays. Il y en a 16 sur 34 qui ont reconnu Juan Guaidó. J'ai jamais été fort en maths, mais 16 sur 34, c'est pas une majorité. Déjà, au sein même du ministère des colonies. Ça peut bouger un petit peu, il y a Salvador qui vient de passer à droite après les dernières élections présidentielles, il y a Uruguay qui peut basculer parce qu'il est soumis à une pression terrible au sein du marché commun du Sud, le Mercosur, mais de toute façon, il n'y a pas de majorité à l'eau. Le 26 janvier dernier, Mike Pompeo a demandé une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le Venezuela. Vous avez 19 pays sur 35 qui se sont exprimés, qui se sont prononcés pour la non-ingérence. C'est-à-dire qu'au Conseil de sécurité, les États-Unis n'ont pas obtenu la majorité. Et on a été mis largement en minorité. À l'Assemblée Générale des Nations Unies, il y a 194 pays, il y en a 197 avec les pays observateurs, les observateurs. Alors on a souvent, vous disiez en permanence, que qui appuie Maduro, c'est la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran, donc les pays pas trop sympas. On oublie l'Inde, l'Afrique du Sud, l'Union africaine, l'Afrique entière, les pays du Proche-Orient. L'Union africaine a envoyé un message de sympathie à Maduro. Et quand vous regardez, quand vous faites les comptes, il y a 34 pays sur 194 qui reconnaissent Juan Guaidó. C'est-à-dire que la communauté internationale reconnaît comme président légitime du Venezuela Nicolas Maduro. Et si on s'attache au droit international, voilà ce que nous défendons. J'ajoute qu'il y a, pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à l'Amérique latine, ce qu'on appelle le Foro de São Paulo. Le Foro de São Paulo, c'est une organisation, un organisme qui se réunit régulièrement, qui a été créé au début des années 80 par Fidel Castro et par Lula, qui n'était encore que syndicaliste à l'époque. Parce qu'ils avaient pris en compte l'échec du socialisme réel et l'échec de la social-démocratie. Et ils cherchaient une voie intermédiaire à l'époque. Le Foro de São Paulo s'est réuni il y a quelques mois. Il représente 168 organisations, partis politiques, mouvements sociaux et intellectuels latino-américains. Et évidemment, ils ont pris très clairement parti et ils viennent de refaire une déclaration il y a quelques jours pour Nicolas Maduro. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, moi qui apparaît comme un farfelu parfois quand je me déplace dans les médias, on n'est pas minoritaire. On n'est pas très écouté. Mais quand je défends cette position-là, je ne suis pas tout seul. La gauche latino-américaine est avec nous, si vous êtes avec nous. Il faut que ça soit bien clair entre nous. Droit international toujours, je continue là-dessus. Le 31 janvier, Juan Guaidó s'est adressé à l'ONU en disant c'est moi le président du Venezuela. Et Stéphane Dujarric, qui est le porte-parole du secrétaire général, qui est le portugais Antonio Guterres, lui a dit publiquement que les États de l'Assemblée générale de l'ONU et le Conseil de sécurité reconnaissent le président légitime Nicolas Maduro. L'ONU, c'est officiel.
Et il s'est félicité de l'initiative du Mexique et de l'Uruguay qui tentent de mettre en place une médiation. Ce que tout le monde souhaite, évidemment. On ne souhaite pas une issue catastrophique. Et effectivement, ces deux pays ont mis en place ce qu'on appelle le mécanisme de Montevideo, dans lequel l'Union européenne est présente, dans lequel des pays latino-américains sont présents. Mais Gutiérrez, le secrétaire général des Nations Unies, qui n'est pas un perdreau de l'année, a fait savoir que son secrétariat ne participera à aucune des réunions des groupes qui se forment pour, j'ouvre les guillemets, garder sa crédibilité. Parce qu'il sait bien qu'il y a des arrière-pensées. Et effectivement, lors de la première réunion du groupe de Montevideo, l'Union européenne est arrivée avec des revendications sur, en gros, l'organisation d'élections qui permettrait d'épargner Maduro. Et vous avez le Mexique, vous avez les pays de la Caraïbe, la communauté des Caraïbes, et vous avez aidez-moi. Il y a un troisième pays, et la Bolivie, qui se sont retirés. C'est-à-dire que là encore, la pression de l'Union européenne n'est pas appréciée par tout le monde. Là, le 1er février 2019, donc le rapporteur spécial de l'ONU, Idriss Jazayeri, a indiqué que les sanctions des États-Unis violent le droit international. Vous avez, par rapport à cette opération médiatique, que tous les journalistes, à la pensée conforme, on va dire, je repère beaucoup tard, hein, ils y sont tous. Demain, vous allez y avoir droit. Vous allez regarder BFM, vous allez écouter France Culture demain matin, la matinale, vous allez y avoir droit. Maduro refuse l'aide humanitaire. Le président du comité international de la Croix-Rouge, le CICR, a dit qu'il ne participerait pas à l'opération, parce qu'il ne pouvait participer à cette opération qu'avec l'accord du gouvernement vénézuélien. Le représentant du CICR en Colombie a déclaré qu'il ne participerait pas à cette opération, parce que c'est une opération politique et pas humanitaire. Là encore, hein, je parle d'acteurs internationaux. Pourquoi est-ce que Jazayeri, le rapporteur de l'ONU, parle des sanctions des États-Unis? Alors normalement, on a prévu qu'on avait que 2 heures, donc c'est compliqué, 2 heures pour moi. Non, mais on est deux. Je sais bien que je ne dis pas tout seul. Je suis pour. Je sais bien. Je prends les dernières sanctions des États-Unis, les dernières. Après, éventuellement, si on a le temps, j'ai ici 12 feuillets. 12 feuillets des sanctions appliquées par les États-Unis au Venezuela. Parce que le président Francois Guaido, il y a de ça une semaine, a dit oui, mais enfin quand même, les sanctions, elles n'ont qu'une semaine, donc c'est pas ça qui provoque la catastrophe économique au Venezuela. Non, non, mes amis, j'en ai tous feuillés. Ça commence en 2013, avec la première élection de Nicolas Maduro. Si on a le temps, je vous en dirai quelques-unes, vous allez voir l'ampleur des dégâts. Mais si on prend uniquement les dernières, pour aller vite. Vous avez aux États-Unis une compagnie qui s'appelle Citgo. C'est une compagnie pétrolière qui est une dépendance. On ne dit pas dépendance, on dit une subsidiaire. Aidez-moi. Filiale. Filiale, merci. Une filiale de PDVSA, la compagnie pétrolière nationale. Elle vient d'être saisie, les actifs de Citgo viennent d'être saisis 7 milliards de dollars. Vous avez, les États-Unis ont annoncé que par les mesures qu'ils vont prendre pour cesser d'importer du pétrole vénézuélien, ça va coûter 11 milliards de dollars cette année au Venezuela. On est déjà à 18. Vous avez Euroclear. Alors Euroclear, vous avez tous une carte Visa. Euroclear, c'est l'organisme européen qui gère les transactions financières, qui retient actuellement 1,6 milliard de dollars du Venezuela, ici en Europe. Vous avez la Banque d'Angleterre qui refuse de rendre au Venezuela 1,2 milliard de dollars d'or que le Venezuela avait déposé dans ses banques. Et les États-Unis demain arrivent avec 20 millions de dollars d'aide humanitaire. Ça veut dire quoi? Vous êtes tous spécialistes des faits divers allemands? Je ne suis pas sûr. Non. Ça évoque Niels Hogel. Alors, je vais vous raconter en 30 secondes l'histoire de Niels Hogel. Niels Hogel, c'est un criminel qui a été jugé en Allemagne en novembre 2018. Il a été condamné à perpétuité. Niels Hogel, il était infirmier et il a assassiné une centaine de patients en leur injectant des médicaments causant des arrêts cardiaques. Et ensuite, il tentait de les réanimer afin d'apparaître comme un héros auprès de ses collègues. L'aide humanitaire au Venezuela, c'est ça. Les États-Unis sont en train de mettre le Venezuela à genoux
pour apparaître comme les sauveurs. C'est ça l'opération. C'est ça l'opération. Il y a de ça pas très longtemps, il y a un rapporteur là encore de l'ONU. J'essaie de prendre des sources qui sont... Parce que bon, surtout vous n'êtes pas obligé de me croire, je suis journaliste. Hein. Non, mais je suis sérieux. Prenez-le avec beaucoup de précaution. Si vous avez un journaliste en face de lui, demandez-lui ses sources. C'est vachement important. Moi, vous serez d'accord ou pas avec moi, ça c'est pas le problème. Maintenant, vous avez des sources. En décembre 2017, il y a un rapporteur de l'ONU, rapporteur sur les droits de l'homme, qui s'appelle Alfredo des Arias, qui a mené une mission au Venezuela. Et lorsqu'il a terminé, on lui a demandé alors, est-ce qu'il y a une crise humanitaire au Venezuela? Et il a répondu, donc là je vous cite, je suis d'accord avec la FAO, vous savez que la FAO c'est l'Organisation pour l'alimentation de l'ONU, ainsi que la CEPAL c'est la Commission économique pour l'Amérique latine des Nations Unies, toujours, pour dire qu'il n'y a pas de crise humanitaire au Venezuela. Pour dire qu'il n'y a pas de crise humanitaire au Venezuela, bien que dans certains secteurs, il y a des pénuries, des problèmes d'approvisionnement, des retards de distribution, etc. L'important est de connaître les causes et de prendre des mesures contre la contrebande, les monopoles, l'accaparement, la corruption, la manipulation de la monnaie et les dislocations de l'économie par une guerre économique et financière. Par une guerre économique et financière qui comprend des sanctions et des pressions. Il faut une solidarité internationale, etc. Quelle est la situation aujourd'hui au Venezuela? Et après tout, on a à côté de nous quelqu'un qui en est rentré il y a 10-12 mois. Je vais vous lire. Je vais vous faire la lecture. Si je retrouve le passage. Ah voilà. C'est un tour de magie. Je dis. La droite déployait toute une série d'actions stratégiques visant à mettre l'économie en compote et à saper l'autorité du gouvernement. Elle disposait de moyens d'information les plus puissants, pouvait compter sur des ressources financières quasi illimitées et sur l'aide des Amerlocs qui avaient débloqué des fonds secrets en faveur du plan de sabotage. On peut en mesurer en effet les effets au bout d'à peine quelques mois. Pour la première fois, le peuple se retrouvait à la tête d'assez d'argent pour satisfaire ses besoins fondamentaux et se payer l'un ou l'autre de ces objets qu'il convoitait depuis toujours. Mais il ne pouvait le faire, les magasins étaient presque vides. Les magasins étaient presque vides. Le désapprovisionnement avait commencé en passe de devenir un véritable cauchemar collectif. Les femmes se levaient aux aurores pour prendre leur tour dans d'interminables files d'attente et parvenir à acheter un poulet éthique, une demi-douzaine de couches pour bébé ou du papier hygiénique. Le cirage à chaussures, les aiguilles, le café de barbe et doré de Youss, dont on se faisait cadeau dans un emballage de papier fantaisie lors des anniversaires. L'angoisse de la pénurie se fit jour. Le pays était agité de vagues de rumeurs contradictoires, alertant les gens sur les produits qui allaient manquer, et ceux-ci achetaient tout ce qu'ils trouvaient sans aucune mesure pour parer à toute éventualité. Ils s'arrêtaient pour faire la queue sans trop savoir ce qu'on était en train de vendre, simplement pour ne pas laisser passer l'occasion d'acheter quelque chose, même s'ils n'en avaient eu besoin. Faire leur apparition des professionnels de la file d'attente qui, moyennant une somme modique, vous gardez votre tour, des marchands de bonbons qui profitaient des attroupements pour placer leurs friandises, sans compter ceux qui louaient des couvertures pour les queues nocturnes. Le marché noir fit florès. Ça, c'est le Venezuela aujourd'hui. Mais, je suis en train de vous lire, c'est Isabelle Allende, La Maison de l'Esprit, Chili, 1973. Ça nous ramène aux raisons de la crise humanitaire, ce qu'on appelle la crise humanitaire. Le 28 octobre 2015, sur CNN, le chef du Southern Command, alors Southern Command, c'est le commandement sud de l'armée des États-Unis, qui s'appelait John Kelly à l'époque, déclare: s'il y a une crise humanitaire importante, c'est-à-dire un effondrement de l'économie, au point que les Vénézuéliens aient désespérément besoin d'aliments, d'eau et de choses comme ça, alors nous pourrions réagir. Nous y sommes. Nous y sommes. Il avait déjà prévu que Maduro ne serait pas capable de gérer le pays. Ça nous ramène à un mémorandum du département d'État, du ministère des Affaires étrangères des États-Unis de 1960, qui disait, j'ouvre les guillemets, pour affaiblir l'appui à Castro, donc on parle de Cuba qui veut faire sa révolution, on peut le faire à travers le désenchantement et le découragement. Il faut utiliser rapidement tous les moyens pour affaiblir la vie économique de Cuba,
afin de causer la faim, le désespoir et le renversement des gouvernements. Ça, c'est Cuba, 1960. La Belgique, 1973, où le président Nixon donne l'ordre au secrétaire d'État Henry Kissinger, futur prix Nobel de la paix, make the economy scream, faites crier l'économie chilienne, jusqu'à ce qu'on trouve Augusto Pinochet. Et aujourd'hui, je reconnais que mon point de vue n'est pas majoritaire, j'affirme que la catastrophe économique au Venezuela est le résultat d'une déstabilisation. Dans le registre de la crise humanitaire, il est apparu un nouvel acteur il y a quelques jours, une dizaine de jours, une quinzaine de jours, qui est que Trump a nommé l'envoyé spécial des États-Unis pour le Venezuela, qui s'appelle Elliot Abrams. C'est un spécialiste en crise humanitaire, Elliot Abrams. On connaît bien, pour ceux d'entre vous qui appartiennent à ma génération, souvenez-vous du Nicaragua. Nicaragua, Abrams a participé à l'opération qui a consisté à financer la contre-révolution nicaraguayenne, la Contra, comme on l'appelait, qui agissait depuis l'Honduras et depuis le Costa Rica, avec l'argent de vente d'armes à l'Iran, qui était alors sous embargo, et avec l'argent des cartels de Medellín en Colombie. Il a été condamné, Elliot Abrams, à 2 ans de prison pour sa participation à cette opération. Il a été gracié par George Bush le papa. Elliot Abrams, il a également été impliqué dans une sombre affaire, terrible affaire. Pas au Salvador, on est toujours dans les mêmes années 80. Et à El Mozote, vous avez un massacre, un bataillon de l'armée salvadorienne qui a été formé par les conseillers états-uniens à El Mozote, où on a 1 millier de civils qui sont assassinés par le bataillon Al-Qaeda. Et Elliot Abrams est l'homme que les États-Unis tentent de couvrir. C'est lui qui aujourd'hui est chargé des opérations humanitaires au Venezuela. Là encore, je veux dire, on ne sera peut-être pas tous d'accord à la fin du débat, mais on en est là. C'est ça le fond du problème. Vous avez John Bolton, qui est donc le conseiller, un des conseillers de Trump, qui en octobre 2018 a déclaré qu'il y a 3 pays qui sont la troïka de la tyrannie, le triangle de la terreur, qui sont le Venezuela, Cuba et le Nicaragua. Les 3 pays sont dans le collimateur. Les 3 pays, là encore, vous pouvez penser ce que vous voulez de leur gouvernement. C'est franchement pas les pires de la région. C'est franchement pas les pires de la région. Alors, je vais très vite, après je vais oui, pour ceux d'entre vous qui liront le bouquin, parce que là j'ai essayé d'aller vite, vous voyez, déjà je suis trop long. Mais le nombre des tonnes, que régulièrement d'aliments, de médicaments on retrouve planqués dans des hangars, soustraits au marché, des œufs, de la viande, du poisson, dans une opération de sabotage qui est évidente. C'est quelque chose, d'ailleurs, il sort un bouquin de 600 pages, vous pouvez le raconter. Là, je reste là, mais simplement, je vous donne ça comme élément pour comprendre une des raisons de la crise au Venezuela. Et quels sont les choix politiques qui ont été faits, du coup, pendant toute cette période, Chavez et Maduro, et comment c'est vécu de l'intérieur? D'abord, permettez-moi de vous dire que je suis extrêmement ému d'être ici ce soir à Montpellier, parce que pour moi c'est une résonance particulière, parce qu'en février 2008, 1 mois avant mon départ pour le Venezuela, j'étais ici même à Montpellier, invité par les amis du Montiplo, et je leur disais tout mon enthousiasme à partir de ce pays que je connaissais déjà, puisqu'en 4 ans j'avais fait 6 allers-retours, et j'avais passé au total plus de 9 mois à visiter le Venezuela et rencontrer des gens, des militants, et que donc j'étais enthousiaste de pouvoir finalement participer de manière active à la révolution bolivarienne. Et donc j'ai fait effectivement, on finit en 10 ans au Venezuela, puisque je suis rentré en avril 2018, il n'y a pas très longtemps. Donc 3 ans, presque 3 ans, pardon, au Centro International Miranda. Alors, Centro International Miranda, c'est simplement une fondation qui existe toujours, qui a été créée à l'époque par décret présidentiel, directement par Chavez, qui a été voulu pour être un laboratoire d'idées sur le laboratoire du socialisme du XXIe siècle. Et donc, on était un certain nombre de
de chercheurs sur des lignes de recherche pour essayer de participer, d'alimenter cette réflexion sur ce que pouvait être le socialisme du XXIe siècle. Pour ceux qui connaissent un peu la situation vénézuélienne, notamment, moi je travaille directement avec des gens comme Eva Golingel, qui a écrit le fameux Code Chavez, avec des gens comme Martha Hanecker, comme Michael Lebowitz. Voilà, c'est pour vous situer un peu ce cadre-là. J'ai passé 3 ans au total dans cette fondation. Le reste du temps, je suis resté au Venezuela où j'ai décidé moi de travailler de manière privée pour moi-même, à mon compte. Les 3 ans que j'ai passés au sein de cette institution ont pour moi été évidemment l'occasion d'apprendre beaucoup et aussi de constater malheureusement les défaillances que pouvait avoir ce système-là. C'est-à-dire que je me suis retrouvé où tout ce que dit Maurice était déjà en germe. Alors, peut-être faut-il quand même dire en préalable qu'il n'est pas question pour moi de remettre en cause tout ce qu'a pu dire Maurice sur les tentatives de... Non, parce que je partage ce que tu dis, donc de tentatives de déstabilisation américaine, la posture, la tactique de Guaido, la posture malheureuse, et c'est un euphémisme de la France dans cette histoire-là. Moi, je plaide pour la non-ingérence et je plaide pour que les Vénézuéliens choisissent. Je ne reconnais pas les légitimités de Guaido, mais je pose des questions sur la compétence de Maduro aujourd'hui au pouvoir. Tu as évoqué effectivement un certain nombre de choses, 2 mécanismes pour moi qui me semblent importants, c'est la question de la compétence et la question de la corruption. Il y a une crise humanitaire au Venezuela. On parle effectivement, tu dis, entre 2 et 3 millions de gens qui sont partis du Venezuela. C'est quand même 10% de la population. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui de famille au Venezuela qui ne soit pas impactée par cette situation. Moi-même, ma compagne est vénézuélienne. Nous avons un petit enfant qui est né au Venezuela, donc qui est vénézuélien, une petite fille qui vient de faire 1 an. Dans cette famille-là, il y a ma compagne a 2 sœurs, une qui est partie vivre aux États-Unis, l'autre qui est partie vivre au Chili. Et c'est malheureusement le cas de pratiquement toutes les familles aujourd'hui au Venezuela, qui de manière directe ou indirecte ont quelqu'un qui a dû partir vivre ailleurs. Et je vous assure que ce n'est pas des gens de l'opposition. Dans la famille de mon épouse, par exemple, le papa vote encore Maduro et a voté Chavez, était même à l'époque dans les guérillas dans les années 70. Ça, c'est une réalité. Quand je parle de corruption et d'incompétence, que je dis que c'était déjà dans les germes du chavisme, je vais l'expliquer très facilement. Je pensais, moi, en arrivant dans ce pays-là, naïvement, que la corruption était quelque chose finalement qui était un peu, pardonnez-moi le terme, un peu abstrait et très souvent réservé à une élite. Et je me suis retrouvé confronté dans un pays où la corruption, en fait, ruisselle dans toute la structure, dans toutes les infrastructures, et finalement fonctionne comme un mécanisme de pouvoir. Il y avait une époque, pour ceux qui connaissent le Venezuela ou qui l'ont connu, à l'époque de la 4e République, de ce qu'on appelle le Punto Fijo, les gens d'Action démocratique, l'Action démocratique, c'était le parti, vous savez, qui était adhérent à l'Association internationale socialiste. Il y avait une phrase célèbre qui était « No me regales nada, ponme donde hay ». Et « No me regales nada, ponme donde hay », ça veut dire tout simplement « Ne m'offre rien, mets-moi simplement un poste où je peux me servir ». Et bien ça, malheureusement, ce refrain-là, non seulement il n'a pas cessé avec le chavisme, malgré les promesses de Chavez, puisque l'une des premières de Chavez c'était de dire qu'il allait terminer avec la corruption, sinon que ça a servi de mécanisme d'État. Un exemple très simple. Tu te rappelles peut-être, Maurice, de l'exemple du général Baduel. Baduel était l'un des frères d'armes de Chavez, une des personnes qui accompagnait Chavez avant et durant le pouvoir, et puis à un moment donné, pour des raisons qu'on peut discuter, qui sont à mon avis plus que contestables, a décidé de rentrer dans l'opposition.
À partir du moment où Baduel est rentré dans l'opposition, il a eu sur le dos un certain nombre d'affaires de corruption qui n'ont pas été inventées. Baduel était corrompu. Le problème, c'est pas qu'il était corrompu, c'est que depuis quand il était corrompu. Quel était le message qu'envoyait Chavez à ce moment-là? C'était pas de dire le problème c'est la corruption, c'était de dire simplement, tant que tu es avec moi, il n'y a pas de problème. Le jour où tu te mets contre moi, ça peut être un peu différent. L'un des autres exemples notoires, connus, c'est le cas, peut-être vous connaissez son nom, de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, c'est aujourd'hui, je crois encore, le vice-président de l'Assemblée nationale. Si je ne me trompe pas, le vice-président le président de la Constituante, qui a toujours été dans les gouvernements. Pareil, c'est un vieux compagnon de route, militaire, il a fait partie du 4F, etc. Il est notoirement connu comme étant un corrompu. Enfin, il suffit de voir les propriétés dont il a, je vous assure que ni vous ni moi, en tout cas pas moi, n'auront jamais assez de fric pour gagner ni le quart de ce qu'il peut avoir en termes de propriété. Et les gens disaient toujours, mais comment c'est possible que ce mec-là soit au pouvoir aux côtés du commandant? C'est pas possible, le commandant ne peut pas le savoir, il faut lui dire. Moi je pense que non seulement il le savait, mais que finalement il y avait deux aspects intéressants pour Chavez dans la présence du Diosdado à ses côtés. C'est que d'abord, Diosdado, malin comme il est, non seulement il se servait, mais il n'oubliait pas quand même d'alimenter le trésor de guerre, du PSOU et de toute la mécanique nécessaire, mais aussi parce que d'un point de vue émotionnel, finalement, plus Diosdado reflétait cette image noire du corrompu, plus par ricochet, ça donnait à Chavez l'image blanche de l'immaculé et de l'incorruptible. Attention, moi je ne toucherai pas, je ne dirai jamais que Chavez était un corrompu, je n'ai pas la preuve, mais je pense que cette mécanique-là, elle est émotionnelle, elle était intéressante, puisque finalement ça permettait, par négatif, de donner encore plus d'aura à Chavez. Donc moi je pense que cette même question de la corruption, elle était déjà en germe. Ce qui s'est passé avec Maduro, c'est que je pense que la corruption, elle a explosé. Qu'on parle, alors c'est toujours très difficile d'avoir les chiffres officiels, surtout qu'en plus aujourd'hui, depuis de nombreuses années, maintenant au moins 4-5 ans, le gouvernement vénézuélien ne communique plus, ne donne plus aucun chiffre sur absolument rien. Donc c'est très difficile d'avoir des chiffres. Mais on peut estimer qu'il y a entre 300 et 500 milliards de fuites de capitaux au Venezuela. Pour vous donner une idée, quand même, 300 millions d'euros, c'est l'équivalent des recettes de l'État français sur l'année. Hein. Voilà. 300 millions d'euros, c'est à peu près, c'est les recettes de l'État français sur une année. Bon, il y a entre 300 milliards. 3 millions. Non, milliards. Non, j'ai pas l'habitude de gérer les chiffres aussi hauts. Et donc, on parle de 300 et 500 milliards de dollars de fuite de capitaux. Maurice parlait des pénuries. D'abord, il ne faut quand même pas s'étonner que la droite, les États-Unis encore plus, ou même, sans parler politique, mais l'économie, qui est une économie libérale et privée au Venezuela, défendent ses intérêts. Donc évidemment, à partir du moment où il y a un contrôle d'échange, où il y a une inflation de 2 millions de pourcents sur une année. Pour donner un exemple, quand même, moi en 2008, mon salaire équivalait à peu près à 500 $. Mon dernier salaire au mois de mars 2018 était de 20 $. Et je faisais partie des gens les plus riches, bien sûr. Parce que la population, les gens avec qui je travaillais, c'était 2 à 3 $ par mois. Mais au défi de vivre avec 2 à 3 $ par mois. Ce système-là, les gens, évidemment, dans une économie telle qu'elle est encore organisée au Venezuela, et notamment les privés, n'ont pas d'autre choix pour vivre, mais parce que c'est une question simplement, on va dire, là ils ne sont pas dans l'humanitaire, ils sont dans des marchés mercantiles. Pour pouvoir continuer à vivre, et faire en sorte que l'entreprise vive, et bien faire ce que tu dis de la rétention. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'il y ait une logique américaine d'organiser ça.
aucun doute. Mais que ça soit une logique générale organisée au niveau du pays, je n'y crois pas. Je pense que c'est les conditions même de la politique de Maduro qui ont comme conséquence qu'au fin du fin, eh bien, ça donne comme résultat des gens qui, dans les entreprises privées, les petites entreprises, effectivement, tu parlais de boulangerie, préfèrent faire des pizzas, par exemple, avec la farine, plutôt que vendre du pain, parce que sinon, ils vont vendre du pain à perte, alors, parce qu'il y a un contrôle sur le prix du pain, alors que s'ils font des pizzas, le prix est libre. Le gars qui a une boulangerie, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de sauver son commerce. Donc je pense que c'est là. Il n'est pas dans une logique politique, il est dans une logique économique de sauver son commerce. Donc je pense que c'est la logique même et les choix politiques qui ont été faits en termes économiques, qui sont faits par ce gouvernement, qui malheureusement, encore une fois, malheureusement, je souffre de dire ça, favorise cette situation-là. Et l'autre aspect, c'est qu'il y a une compétence en tant que telle. On dit que l'armée est avec Maduro. Pour moi, il y a deux raisons à ça. Une raison structurelle, une raison conjoncturelle. La raison structurelle, c'est que l'armée vénézuélienne, c'est une réalité, il faut le saluer, est sans doute l'une des seules armées populaires qui existent en Amérique latine, où il y a un vrai ascenseur social. Chavez lui-même a profité de cet ascenseur social. Donc c'est pas une logique des armées comme il peut exister au Chili ou en Argentine de défense et d'intérêt de la bourgeoisie. Il faut comprendre ça. Ça a une logique quand même à être du côté du peuple. Mais en plus de ça, il y a eu une logique instituée par Chavez et qui a continué avec Maduro de mettre à tous les postes de responsabilité, au niveau de l'économie notamment, et des grandes entreprises publiques, des responsables qui étaient des chefs militaires et qui n'avaient aucune compétence sinon d'avoir fait allégeance dans un premier temps à Chavez et puis dans un deuxième temps à Maduro, où finalement on a systématiquement privilégié la fidélité en lieu et place de la compétence. J'ai encore à l'esprit l'exemple d'un ami français qui était comme moi, un expatrié, où évidemment tous les esprits triés, on se rencontrait, les militants, on échangeait l'expérience, on était tous dans des institutions, dans des ministères différents. Lui était à l'époque au ministère de l'alimentation, au moment, peut-être avez-vous suivi cette histoire-là, où la chaîne CADA, qui appartenait à la chaîne Casino française, a été vendue aux Vénézuéliens, donc il y a eu la volonté par Chavez, encore à l'époque de Chavez, de racheter cette chaîne de supermarché. Et donc mon ami français qui était au ministère de l'Alimentation a été appelé par les responsables du ministère en lui disant: écoute, ça serait bien, puisqu'on va négocier avec les Français, ça serait bien que tu sois autour de la table, tu ne dis rien, mais simplement tu nous dis ce qu'ont dit les Français. Après tout, moi j'ai aucun problème là-dessus. Sauf que le copain en question, il est sorti totalement atterré de cette réunion-là, puisque qui allaient être les futurs responsables de la nouvelle chaîne de supermarchés publics, qui a changé son nom de CADA pour Bicentenario, étaient des militaires et qui n'avaient aucune notion d'économie. Et les Français qui étaient en face se foutaient ouvertement de leur gueule, parce que même une notion d'économie, que n'importe quelle personne a pris un bac B, par exemple, ou un bac économie, pardon, connaissait. C'est aussi ça la réalité du pays. C'est se retrouver finalement à vouloir toujours jouer la carte de la fidélité, se retrouver des gens qui des fois sont à des postes où il y a une incompétence notoire. On peut parler d'un certain nombre d'entreprises qui étaient des entreprises qui ont été nationalisées, d'ailleurs à l'époque à prix d'or, parce que c'était à l'époque où le dollar coulait à flot, où le baril était à 120 $, où donc on a acheté par exemple à Cemex, première entreprise de ciment du monde, à Lafarge, française, tout le secteur du ciment, pour le nationaliser, ça n'a pas empêché qu'il y ait des pénuries de ciment. On peut parler de Sidor, par exemple, qui est l'entreprise d'acier qui a été rachetée aux Argentins Techin. Là aussi, à prix d'or, alors que les Argentins avaient j'ai rien contre aux Argentins, je trouve que c'est une entreprise argentine, n'avait fait aucun investissement pendant des années dans cette entreprise-là. L'État a acheté à prix d'or cette boîte-là, dans une stratégie complètement loufoque, la façon dont ils l'ont négocié.
Et aujourd'hui, l'entreprise, pareil, produit un quart de ce qu'elle devrait produire. Le même PDVSA, il faut savoir qu'au PDVSA, quand même, cette entreprise pétrolière dans ce pays, qui est quand même le premier pays en termes de réserves pétrolières au monde, achète de l'essence raffinée aux États-Unis. Parce que, par contre, il faut bien se dire que les capitalistes ne sont pas fous. Ils continuent, malgré tout ce que dit Maurice, ou en plus de tout ce que dit Maurice, qui sont réels sur les attaques américaines, quand même à faire du négoce avec le Venezuela, parce qu'il ne faut quand même pas exagérer, quoi. Show must go on. Donc on continue quand même allègrement à faire du fric, et souvent en sous-main, y compris avec des fois des intérêts partagés, je pèse mes mots, partagés, entre des gens clairement de l'opposition et des gens de la bourgeoisie vénézuélienne, qui ont des intérêts économiques communs. Ça, c'est aussi la réalité du pays. Et donc, dans ce pays qui a les premières réserves pétrolières au monde, on importe aux États-Unis de l'essence, parce qu'on n'est pas en capacité de la raffiner au Venezuela. Il n'y a plus d'investissement. On voit tomber la production vénézuélienne. Il suffit de regarder les chiffres. La production vénézuélienne du pays. Pourquoi? Là, c'est pas une question d'ingérence ou d'attaque du secteur privé. C'est un secteur totalement public. Parce qu'il n'y a plus d'investissement depuis des années pour permettre de renouveler l'appareil de production de pétrole. Il n'y a plus d'investissement à la hauteur de ce qui devrait être. Voilà. Donc ça, ce sont des petits frais qui sont réels. Alors après, il y a eu plein de maladresses. Moi, je me rappelle un vieux slogan qui avait été réactualisé à l'époque de Chavez, qui s'appelle, je ne sais pas si tu te rappelles, Maurice, de Sembrar Petroleo, c'est-à-dire semer le pétrole. Qui est une très bonne idée, c'est de dire on va essayer de sortir de la dépendance dont parlait Laurence, qui est 95% quand même de l'argent qu'il y a eu dans le pays. Et donc on va utiliser cet argent-là pour essayer de diversifier. Et notamment des milliards ont été dépensés dans le secteur agricole, pour essayer de faire en sorte qu'il y ait un secteur agricole qui augmente. Le problème, quel est-il? D'abord, c'est qu'il faut trouver des agriculteurs. C'est pas évident dans un pays où 80% de la population est en zone urbaine. C'est-à-dire qu'on n'a pas le problème de piquer des terres aux latifundistes. On a un problème de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces terres qu'on a piquées pour des gens qui sont en capacité ou qui ont la volonté pour le moins de les cultiver. Donc on avait du mal à trouver ça. Et quand on trouvait quelqu'un, on lui filait une tonne de pognon pour acheter des tracteurs, tout ce que vous voulez. Sauf que quand on revenait un an, 2 ans plus tard, le tracteur était à l'abandon, il avait été démantelé et revendu. Résultat, en 2010 ou 2011 encore, donc encore sous Chavez, la coopérative, le poids des coopératives dans l'économie vénézuélienne était de moins de 1%. Donc je ne dis pas qu'il y a eu des bonnes volontés, mais il y a eu des maladresses et il y a eu aussi des incompétences notoires. Et cette corruption, qui aujourd'hui, encore une fois, j'insiste, est travaillée en mécanique, comme mécanique pour exercer le pouvoir et pour faire en sorte de se maintenir au pouvoir. Et l'incompétence, ces deux facteurs ensemble, font qu'on est dans une situation, évidemment, qui est extrêmement fragile. Et pour terminer mon intervention, je ferai court, donc je vais tenir ma promesse, même si ce n'est pas une promesse de campagne. Pour terminer dessus, simplement cet élément-là qui pose le problème. On a parlé des élections. C'est vrai que moi j'étais le cofondateur du Cercle Venezuela Toulouse. Donc on ne peut pas, si vous voulez, m'accuser d'avoir été un espoalido et honté. Je lisais il n'y a pas très longtemps, il y a 2 jours, l'article de Temil Porras, peut-être que connaissez-vous, qui était franco-vénézuélien, qui est franco-vénézuélien, qui était fondateur à l'époque du Cercle Bolivarien de Paris, qui a été directeur de cabinet de Maduro, et qui pique prendre sur Maduro en disant que c'est un incompétent, et qui donne les chiffres économiques de toutes les erreurs qui ont été faites. Ça, ce sont des choses réelles. Ces gens, et je m'inclus là, excuse-moi, même si je ne prétends pas avoir le savoir économique que peut avoir Temil. On ne peut pas nous accuser de ne pas avoir eu un œil bienveillant sur ce processus-là. Et c'est encore une fois, je vous assure, c'est douloureux de dire ça. Mais la réalité, c'est qu'on se retrouve dans un pays aujourd'hui où, par exemple, nous qui disions à l'époque ce processus révolutionnaire, les élections gagnées par Chavez les unes après les autres, les observateurs internationaux démontrent que ce sont des élections démocratiques. Bon,
ce qui se passe aujourd'hui, je serais très mal à l'aise pour dire ça. Parce que les dernières élections, quand même, chaque fois, sont reportées, les dates changent, on fait en sorte que certains candidats ne puissent pas se présenter, il y a des irrégularités. Bref, ce ne sont pas des élections, on va dire, en étant soft, qui sont d'une limpidité à toute épreuve. Même Assemblée nationale constituante qui a été créée, la façon dont elle a été créée, elle bafoue justement la constitution dont parlait Maurice. Le peuple aurait dû être consulté sur le fait de faire cette Assemblée nationale constituante. Et par ailleurs, cette Assemblée nationale constituante, parce qu'il faut rappeler l'histoire, l'Assemblée nationale, l'opposition la gagne. Bon, très bien. Ils sont bêtes, incompétents, mais ils gagnent les élections. Vous l'aurez fait. Ils gagnent l'Assemblée nationale. Après tout, bon, à partir du moment où ils gagnent l'Assemblée nationale, on leur quitte ce pouvoir-là, et tout, à travers le tribunal suprême de justice, de justice, et tous les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires sont concentrés à partir du moment-là dans les mains de Maduro. Ça pose problème. Et l'Assemblée nationale constituante, qu'on présente comme une assemblée populaire, en fait, elle ne sert qu'à renforcer la bureaucratie vénézuélienne. Voilà, ça fait partie d'un ensemble de choses importantes et qui me font dire à moi, en tout cas, que je pense que la seule solution pour sortir de la crise de ce pays, c'est évidemment pas la reconnaissance de Guaidó, mais c'est à accepter dans ce pays-là que, évidemment, ce processus qu'on a chéri, la critique elle est aussi importante parce que c'est aussi en faisant la critique qu'on avance et qu'on évite de renouveler les certain d'erreurs, et que ça veut dire aussi que Maduro il n'est peut-être pas non plus légitime aujourd'hui, et qu'en tout cas la seule solution c'est qu'il y ait une vraie pression pour que le peuple vénézuélien, de manière transparente, remette tout à plat et s'exprime pour savoir ce qu'il veut réellement, et que ce ne soit pas ni à Miraflores ni à Washington, et surtout pas à Washington ou à Paris, qu'on décide de ça. Voilà, je fais des interpros.